Frantz Fanon est un médecin psychiatre et penseur fort de la pensée décoloniale. S'il théorise le colonialisme à partir de l'expérience qu'il en fait, son œuvre possède une portée et une justesse qui en fait un auteur incontournable. Né en 1925 en Martinique, alors colonie française, le jeune Fanon grandit à l'écart du racisme. C'est à l'arrivée de combattants fuyant la France occupée qu'il prend la pleine mesure de ce que c'est d'être noir sous le régime colonial. Peu après, en 1943, il gagne la métropole pour rejoindre la résistance. Après la guerre, Fanon étudie en psychiatrie en France. Il publie Peau noire, masque blanc sur les impacts de la colonisation sur la psyché collective. En 1953, il est médecin en chef d'un hôpital psychiatrique en Algérie où il tente de révolutionner la médecine en faisant participer les malades à leur propre cure. Il lui apparaît rapidement que le système est fondamentalement problématique. C'est donc dans la continuité de son activité médicale qu'il rejoint en 1956 le Front de libération nationale. Juste avant sa mort, à 36 ans, Fanon publie Les damnés de la Terre en 1961, œuvre dans laquelle il aborde la question de la violence. Bien que toute violence ne soit pas légitime selon lui, la violence décoloniale est nécessaire et vise à fonder un humanisme antiraciste. Le colonialisme est une entreprise fondamentalement ségrégationniste et violente. Elle réduit les individus à leur corps et les hiérarchise selon leur couleur. Tout dans la société est organisé afin que colons et colonisés entretiennent le moins de rapports possible. La violence dans la colonie devient l'unique modalité des relations du colonisé aux autres et au monde. Certains corps sont plus disposés que d'autres à être battus, torturés, tués. Le colonisé est toujours sur le qui-vive, veillant à ne pas transgresser les limites floues et arbitraires fixées par le colon. Le colonialisme s'attaque aussi à l'identité et à la culture. Le régime colonial cherche à transformer le colonisé en blanc, en détruisant ses repères et en créant de l'intransmissible. Ne reste que le référent européen, imposé comme une norme à laquelle chacun doit se conformer. Comme en témoigne Elsa Dorlin, le fonctionnement de la société coloniale aide à comprendre le quotidien des personnes racisées aux États-Unis. En Algérie française, comme en Amérique, la police est la manifestation la plus commune du contrôle étatique pour les communautés racisées. Cette violence transforme les Africains en une catégorie à part d'individus auxquels on réserve un traitement différent. La violence identitaire et culturelle du colonialisme est manifeste dans le traitement réservé aux peuples autochtones du soi-disant Canada. Les manuels d'histoire apportent une version romantisée de la colonisation et brossent un portrait caricatural des sociétés précolombiennes. Les Autochtones se sont vus sédentarisés de force, imposer une organisation politique et stationner dans les réserves, loin du regard des colons. Ce faisant, leur existence est déréalisée et les colons finissent par oublier qu'ils sont colons. En arrachant à leur famille et en privant des dizaines de milliers d'enfants autochtones de leur langue et de leur culture, la société coloniale canadienne a contribué au génocide culturel de ces peuples. En détruisant tout ce qui le précède et pourrait lui succéder, le régime colonial fait de la reconnaissance l'unique voie concevable vers l'émancipation. Les individus colonisés tentent de devenir sujets en cherchant à se faire reconnaître comme tels par le blanc. Ce faisant, ils demeurent prisonniers d'une relation de dépendance, car chercher à être reconnu par autrui, c'est lui donner un pouvoir et s'aliéner à son regard. S'il veut s'émanciper, le colonisé, privé de son humanité, ne peut que faire table rase et partir de ce qui lui reste, le muscle. Ainsi, la violence de libération n'est pas choisie, elle est imposée. Celle-ci se distingue de la violence coloniale en ce qu'elle vise à renverser un système et non à le perpétuer, pour donner naissance à un monde plus juste où la rencontre et la relation sont possibles. La lutte armée a une valeur en soi. Elle permet aux colonisés de se constituer en sujet pour et par lui-même, par le biais de l'action violente, intentionnelle et efficace. La décolonisation crée une histoire à laquelle se référer et une humanité nouvelle pour la poursuivre. Glenn Coulthard, dans son ouvrage Peau rouge, masque blanc, référence directe à Fanon, décrit comment le multiculturalisme canadien contribue à la dépossession des peuples autochtones de leurs terres et de leur pouvoir d'autodétermination. Les accommodements et la quête de la réconciliation forcent les Autochtones à reconnaître l'État colonial et à se comporter comme s'ils étaient une minorité culturelle parmi les autres.
Lorsque des Autochtones tentent de sortir du modèle qui leur est imposé et de se constituer en sujet agissant, le colon voit l'Autochtone comme un criminel, un sauvage et est conforté dans l'idée qu'il s'en fait. De la même manière que la lutte de libération est un exutoire et permet au corps colonisé de se constituer en sujet agissant, les manifestations antiracistes aux États-Unis permettent d'extérioriser une violence subie et intériorisée, en plus de rendre leur agentivité à une catégorie de personnes dont l'humanité est niée. Par la violence, les communautés racisées sortent de leur invisibilité et apparaissent dans le politique. Ayons les femmes, le reste suivra. Cette simple phrase, qui résume grossièrement la doctrine politique de l'administration coloniale en Algérie, montre comment le colon impose de la violence pour dominer la société colonisée et la compartimentaliser. Le colon voit et catégorise le corps de la femme comme un objet et non une personne, alors qu'il le réduit à un outil de lutte pour conquérir un territoire. Ce mécanisme montre comment une domination coloniale est intrinsèquement liée à une domination patriarcale. En plus de devoir se défaire de l'emprise coloniale, la femme colonisée doit reconstruire l'entièreté de son identité hors de paradigme qui est la cause même de son oppression. Tout comme le colonisé ne peut se libérer dans l'avenir pensé par et pour le colon, la femme ne peut penser un avenir libre dans le patriarcat. Elle est enfermée dans un monde sans exode possible, positionnée à l'intersection de la condition de femme et de personnes racisées, épinglée au sol par plus d'un système de domination. La sédimentation de la violence dans le corps de la femme se fait donc nécessairement de manière différente que dans celui de l'homme, alors qu'elle devient et apprend à être un objet de conquête érotisé. En vertu de leurs différentes réalités d'oppression, peut-on penser l'émancipation de la femme colonisée de la même manière que celle de l'homme? Est-ce que la violence, inéluctable en contexte décolonial, peut également l'être dans d'autres contextes? Pensons à la lutte environnementale, où le succès ou l'échec signifie littéralement la survie ou la mort d'une grande partie de la vie terrestre. Pour Fanon, la décolonisation est un long processus historique, mais la lutte climatique ne peut l'être car l'urgence rend nécessaire des changements drastiques et rapides de nos modes de vie. Ainsi, est-ce possible d'appliquer la violence décoloniale de Fanon au contexte d'urgence actuel sans pour autant dénaturer sa conception de la décolonisation comme processus historique à long terme? À l'heure où, en Occident, de nombreuses luttes pour l'émancipation comme celle que nous avons évoquée dans cette vidéo se jouent sur le volet communicationnel, par les images, les prises de position publiques et surtout par le biais des médias sociaux, véritable caisse de résonance pour les personnes minorisées. À la suite de Fanon, comment penser dans ces espaces de lutte et de résistance les nouveaux visages que prend aujourd'hui la violence décoloniale?